Le 7 mai 1945, le général Jodl signe à Reims l'acte de capitulation au nom du haut commandement allemand. Les peuples de l'Europe manifestent leur joie. En Angleterre, Winston Churchill, l'homme qui n'a jamais renoncé, est longuement acclamé par la foule. Les souverains britanniques, le roi George VI et la reine Élisabeth sont eux aussi ovationnés. Les Londoniens dansent dans la nuit devant le palais de Buckingham en agitant des drapeaux aux couleurs des pays victorieux. Le roi de Norvège, Håkon VII, symbole vivant de la résistance de son pays, reçoit lui aussi les hommages délirants de son peuple. À Paris, le général de Gaulle, le général rebelle du 18 juin 1940, bénéficie d'une immense popularité. La Grande Place, à Bruxelles, résonne des cris et des chants d'un peuple pour qui le cauchemar est également terminé. Quelle hécatombe en effet. En Allemagne, 7 millions de morts, en Russie, 20 millions, soit 12% de la population. En Pologne, 6 millions de morts, soit 22% de la population. Les grands cimetières uniformes, aux croix blanches, atteste de la fureur des combats. L'administration de l'Allemagne vaincue devient une des missions prioritaires des vainqueurs. Il ne suffit pas de faire disparaître les signes de l'hitlérisme. Il faut aussi gérer un grand pays en ruine, situé au cœur de l'Europe et peuplé de 45 millions d'habitants. Or, les infrastructures et les villes sont en grande partie détruites et l'exode de la population complique encore davantage la situation. Les problèmes se posent d'une façon d'autant plus aiguë que les nations victorieuses ont également, dans leur propre pays, une tâche de reconstruction à accomplir. Les Alliés décident de confier l'autorité de tutelle à un conseil de contrôle formé par les chefs militaires alliés des 4 zones d'occupation américaine, russe, britannique et française. Ils se réunissent périodiquement à Berlin. L'ancienne capitale du Troisième Reich est elle-même divisée en 4 secteurs confiés aux 4 vainqueurs. Le commandement militaire français s'installe dans l'ex-quartier Hermann Göring, rebaptisé Camp Napoléon. Les 3 grands se rencontrent à Potsdam le 17 juillet 1945. Ils décident, pour éviter que tout risque de revanche ne se développe, de démilitariser rapidement l'Allemagne et progressivement de la conduire à la démocratie. Ils conviennent également du nouveau tracé des frontières sur la ligne Oder-Neisse qui fait perdre à l'Allemagne un quart de son territoire de 1938, les meilleures terres à blé et la région industrielle de Haute-Silésie. Un ultimatum est également adressé au gouvernement japonais. Au cas où il refuserait la reddition sans condition, le Japon s'exposerait à la destruction complète. Le peuple allemand avait lui aussi souffert et vivait dans d'effroyables conditions. Mais leur chef était responsable de cette guerre. Le sentiment des Alliés n'était pas à la clémence. Alors que la conférence de Potsdam n'est pas encore terminée, le résultat des élections britanniques tombe. C'est une victoire écrasante des travaillistes. Churchill cède son poste de Premier ministre à Attlee. Avant de se séparer, les Alliés se mettent d'accord sur les moyens de réussir la dénazification. Il faut pour cela supprimer le parti nazi, épurer la fonction publique, faire juger les criminels de guerre, les subalternes par des conseils de guerre alliés, les dignitaires nazis par une cour de justice exceptionnelle. À cet effet, un tribunal militaire international se réunit à Nuremberg
Du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, 21 accusés représentant les milieux dirigeants nazis et le grand état-major doivent répondre de leurs actes devant des juges désignés par les nations alliées victorieuses. C'est la première fois dans l'histoire que les notions de génocide ou de responsabilité collective sont prises en considération. Parmi les accusés, dont Hess, Ribbentrop, Seyss-Inquart, Keitel, le maréchal Göring, ancien commandant de la Luftwaffe, est le point de mire de l'assistance en raison des accusations particulièrement lourdes qui pèsent sur lui. Sa désintoxication forcée l'a fait maigrir de 35 kilos. Il a retrouvé la belle prestance de l'aviateur de la Première Guerre mondiale et la maîtrise oratoire qu'il avait à 30 ans. Les preuves accumulées vont des théories de Hitler énoncées dans Mein Kampf aux témoignages de toutes sortes contenus dans des documents occupant des pièces entières. Le procureur général américain, Robert Jackson, ouvre son réquisitoire par un long discours chargé d'accusations. N'est-ce pas une des grandes victoires de la raison sur la puissance que de voir 4 grandes nations remettre l'ennemi captif entre les mains de la justice, alors que tant d'injustices et de combats auraient pu justifier les tentations de la vengeance? Il y a eu un crime que tous les hommes raisonnables et de bonne volonté reconnaissent, un crime qui en engendre beaucoup d'autres. Ce crime, c'est le déclenchement d'une guerre injuste. À l'époque où nous vivons, c'est une lourde tâche de faire comprendre à tous les hommes qu'il existe un droit dans la vie des peuples et que la guerre n'est pas une arme sans contrôle entre les mains de ceux qui la mènent. Les misérables captifs ici présents incarnent à présent bien mal l'omnipotence de l'État nazi. Ce sont eux pourtant qui jadis plièrent sous leur joug bien des pays et terrifièrent le reste du monde. Nous leur démontrerons qu'ils sont à jamais le symbole de la haine raciale, du terrorisme, de la violence et de l'excès de pouvoir. Ils ont porté un préjudice mortel à la grande Europe par leur militarisme et leur nationalisme exacerbé. Ils ont dénaturé sa spiritualité et son identité et ont épuisé le sang de plusieurs générations. La civilisation ne peut tolérer aucun compromis à l'encontre de ces forces pernicieuses qui redoubleraient de vigueur et de violence si nous ne nous entremettons pas énergiquement pour les empêcher de nuire. 3 catégories de crimes sont imputées aux accusés. Crimes contre la paix, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Les crimes contre la paix concernent la préparation, le déclenchement, la direction d'une guerre en violation des traités ou des accords internationaux. L'accusation prouva que toute une série d'actes d'agression, la remilitarisation de la Rhénanie en mars 1936, l'occupation de la Bohême et de la Moravie au printemps 1939 avaient précédé la guerre d'agression menée par l'Allemagne qui débuta le 1er septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne. L'annonce en était d'ailleurs explicitement faite dans Mein Kampf, écrit par Hitler en 1924 dans la forteresse de Landsberg, ce qui permettait de conclure à la préméditation. Les discours du Führer aux forces armées relatifs à la conquête de l'espace vital par la force, le fameux Lebensraum, donnait une preuve supplémentaire d'une conspiration de longue date. La seconde inculpation s'appliquait aux crimes de guerre. Mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre, principalement soviétiques, assassinats de fugitifs repris, déportation en masse des populations civiles, des territoires occupés pour y travailler sous la contrainte, otages pris et fusillés, gazage des juifs et des tziganes, ordonnance tristement célèbre, Nacht und Nebel, nuit et brouillard, prescrivant la remise à la police pour disparition sans laisser de traces des opposants capturés dans les pays occupés. La troisième inculpation, les crimes contre l'humanité, apparaissait pour la première fois dans le droit international. Elle s'appliquait à tout homicide ou à tout acte inhumain commis contre les populations civiles pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. Les invasions du Danemark, de la Norvège, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France, de la Grèce, de la Yougoslavie, de la Russie, qui succédèrent à celles de la Pologne, furent également évoquées. Le procureur général Jackson souligna que l'Allemagne non seulement n'avait jamais déclaré la guerre selon les préceptes des relations internationales, mais qu'en plus elle avait violé les accords ou les traités qu'elle avait précédemment signés.
Les accusés plaidèrent non coupables. Ils avaient, proclamèrent-ils, fait leur devoir, obéi aux ordres, tout ignoraient des crimes révélés par le procès, leur conscience était pure. L'accusation projeta un documentaire intitulé « Le plan nazi » fabriqué à l'aide d'extraits de films de propagande commandés par Goebbels. L'objectif était de mettre en lumière les efforts déployés par le régime nazi pour entraîner le peuple allemand dans la guerre. Reconstitution d'une puissante armée de terre au mépris des clauses du traité de Versailles. Militarisation de la jeunesse. Montée en puissance de la Luftwaffe, images qui mirent d'ailleurs en joie le maréchal Göring. Relance des usines d'armement. Discours enflammé du Führer expliquant la nécessité pour l'Allemagne de s'agrandir, etc., etc. 3 des accusés furent acquittés, 7 d'entre eux furent condamnés à des peines de prison diverses, 11 autres furent condamnés à la pendaison. Göring, cependant, s'empoisonna 2 heures avant l'exécution. Des milliers d'autres nazis furent emprisonnés ou pendus dans les mois et les années qui suivirent la reddition de l'Allemagne. Lentement, le pays se réaccoutuma à la vie civile. Pour nombre de soldats, l'occupation représentait peu de danger, mais énormément de travail. Le déblayage des ruines, en particulier, était un rude labeur. Environ 400 millions de mètres cubes de décombres. La campagne était épargnée, mais pas une zone urbaine ou industrielle ne sortait indemne du conflit. La plupart des grandes villes étaient transformées en océans de ruines et la plupart des ports et des aérodromes étaient inutilisables. La nourriture se faisait rare. Par-dessus tout, la guerre avait consumé l'âme de la nation. Depuis 1933, l'Allemagne s'était vouée à Hitler et le pays avait bien failli devenir le pôle de l'Europe. Civils et anciens combattants ressentaient durement la chute. Peu à peu, cependant, des relations cordiales se nouèrent entre les Alliés et la population. Avant la guerre, quelques hommes politiques américains inspirés avaient rêvé d'une Allemagne vidée de sa substance vitale, l'industrie, et dotée d'une économie reposant entièrement sur l'agriculture. Le pays était bien trop grand et ses richesses bien trop diverses pour qu'une telle théorie puisse s'y appliquer. En outre, les Alliés ne possédaient guère les moyens de maintenir l'Allemagne éternellement sous tutelle. Aussi résolurent-ils de rebâtir les fondements de l'économie du Reich déchu. Cette décision ne fut pas toujours comprise par l'opinion publique. C'est pourquoi le gouvernement britannique, par la projection de films, chercha-t-il à mieux informer ses concitoyens des devoirs des forces d'occupation vis-à-vis de l'Allemagne abattue. Le marque est sans valeur. On commerce par troc. La cigarette américaine sert de monnaie. La sous-alimentation est générale. La poste ne fonctionne plus. Le chômage est endémique. L'inflation exerce ses ravages. Le charbon et l'électricité font défaut. Il faut remédier à tout cela par souci d'humanité et pour éviter la multiplication de foyers d'agitation pouvant mener à la révolte. En 1945, le peuple allemand paie en effet très cher la mégalomanie hitlérienne. Son équipement industriel, ferroviaire ou routier s'est totalement effondré du fait des bombardements, des combats, des déplacements d'usines, des prises de guerre alliées. 750 ponts fluviaux sur 1000 sont détruits, ainsi que 3400 km de voies ferrées. Des millions de logements ont été rendus inutilisables. La vie économique de l'Allemagne a cessé de fonctionner, à l'instar de cette pendule de gare qui pend lamentablement entre des débris calcinés. L'exode des populations détériore encore davantage la situation. À l'est, c'est la grande permutation germano-slave. À l'ouest, c'est le surpeuplement, la population passant de 40 à 45 millions d'habitants. Les familles sont dispersées et des milliers d'avis de recherche sont affichés sur les murs. Pour l'Allemagne, c'est l'année 0.
Un immense chaos s'installe au centre de l'Europe. Il n'y a plus d'État. Seulement des Allemands démoralisés par l'ampleur du désastre, l'absence de 5 millions de prisonniers de guerre, la pénurie alimentaire et aussi la prise de conscience de l'ampleur des crimes hitlériens. L'administration alliée prit peu à peu les choses en main. Les notables, industriels, financiers, ingénieurs étaient convoqués, les grandes lignes de leurs devoirs rappelées, remettre l'économie en marche, rétablir les infrastructures détruites, participer à la dénazification et au retour progressif à la démocratie, aider à instaurer un climat de confiance entre la population et les forces d'occupation, lesquelles s'emploieraient dans la mesure de leurs moyens à faciliter la reconstruction. Les Allemands se mirent au travail avec une discipline et une ardeur forçant l'admiration. Les lignes électriques furent les premières à être remises en état. Les ruines étaient déblayées, les matériaux récupérés. Les canalisations refaites. L'énormité de l'œuvre à accomplir ne ralentissait pas les efforts et pourtant, pour ne prendre que quelques exemples, seul un quart de la ville de Berlin est intact. Cologne a été détruite à 65%, Düsseldorf à plus de 90%, et à elle seule, la ville de Hambourg a subi plus de destruction que toute la Grande-Bretagne. Des milliers de personnes vivent encore dans les caves. Les fumées des cuisines souterraines s'élèvent vers les étages en ruine, parfois encore habités. L'électricité, charbon, eau, savon manquent cruellement. Mais la volonté de vivre est si forte qu'une énergie farouche est mise en œuvre pour se procurer les éléments essentiels à l'existence. La nécessité de se procurer du charbon était primordiale. Il était en effet pour l'ensemble de l'économie la source d'énergie essentielle. C'est à Essen que s'organisa la remise en marche et le contrôle des mines. Et c'est également depuis cette ville que la distribution du charbon aux différentes usines de la Ruhr fut planifiée. L'approvisionnement posa, du moins au début, le plus de problèmes en raison de la désorganisation des voies de chemin de fer et du manque de camions. La population elle-même était privée de charbon. Abattre des arbres, scier les branches et les troncs, confectionner des bûches, les transporter, était son lot. Le véritable problème pour l'administration britannique de nos jours n'est pas l'extraction du charbon, mais son acheminement. Son transport ne peut en effet s'opérer sans wagon ou camion. Pour réparer ceux qui existent ou pour en fabriquer de nouveaux, il faut de l'acier. Et pour faire de l'acier, il faut du charbon. Vous voyez, on tourne en rond, le problème n'est pas simple.
Des dizaines de journaux consacrèrent plusieurs pages à l'insertion d'avis de recherche d'un proche. Un bureau central de recherche fut ouvert à Hambourg, où affluèrent chaque jour 50 000 demandes. Pour rencontrer leurs parents retrouvés, il fallait prendre le train, mais les places étaient limitées et un permis préalable était nécessaire pour obtenir un billet. Aussi, les bicyclettes et les véhicules de toute nature étaient-ils remis en honneur et traversaient-ils les ponts reconstruits par le génie sous l'œil pointilleux de la police militaire. Il fallait également assurer le bon fonctionnement de la justice et la recherche des criminels de guerre. Des tribunaux militaires furent institués, les juges et les procureurs étaient alliés, les avocats de la défense allemands. Les audiences étaient publiques et des interprètes étaient mis à la disposition des parties. La police allemande devait, elle aussi, être remise en place, mais il convenait de la rééduquer et de lui apprendre qu'elle était désormais au service du public et non le maître du public. Il fallait également veiller à la santé de la population. La ration alimentaire variait entre 1000 et 1200 calories par jour en fonction du type de travail effectué. Cela équivalait à la moitié des besoins alimentaires quotidiens. La Croix-Rouge et des médecins militaires vérifiaient les effets de ce régime sur la santé de la population. Analyse du sang, prise de la tension, mensuration. Une commission, au vu des résultats, fixait la valeur nutritive des rations alimentaires à distribuer. Un des problèmes les plus difficiles à régler était celui de l'éducation. Il paraissait difficile d'éradiquer les idées nazies de la tête des adultes, surtout de ceux qui vivaient loin des zones dévastées. Mais comment fallait-il s'y prendre vis-à-vis des enfants? Pour eux, les ruines de la guerre constituaient souvent des terrains de jeu. Il fallait former des maîtres qui puissent leur faire comprendre toute l'horreur du nazisme et de la guerre de conquête. La tâche était difficile. Les écoles étaient en ruine, les maîtres en nombre insuffisant et les élèves trop nombreux. Si l'on y prenait garde, les enfants grandiraient et adopteraient les idées de leur père. Il y avait un grand danger à les laisser livrés à eux-mêmes. Berlin a encore l'aspect d'un champ de bataille. Le Reichstag, siège de l'ancien Parlement, a été détruit. Les usines de la famille Krupp ont travaillé sans relâche au profit du Troisième Reich. Cette famille avait déjà été le fournisseur de la Prusse en 1870 et celui du Kaiser pendant la guerre 14-18 en construisant les premiers sous-marins et en fabriquant les grosses Bertha de sinistre mémoire.
Mais cette fois, leurs usines sont détruites et pour la plupart transformées en un amas de poutrelles tordues. La Wehrmacht, elle aussi, est réduite à néant. Officiers, sous-officiers, soldats sont enfermés dans des camps clôturés par du fil de fer barbelé. Ils sont enregistrés, désinfectés, classés, numérotés. Ces hommes, perdus, doivent être rendus à la vie civile. Il faut donc les démobiliser et les remettre au travail en évitant que des nostalgiques du nazisme ne puissent à nouveau répandre leurs idées pernicieuses. C'est pourquoi ils sont soigneusement triés à l'aide de toute une série d'examens. Pour commencer, un Allemand, au-dessus de tout soupçon, les interroge et remplit leurs papiers de démobilisation. Vous voyez cet homme qui a l'air d'un petit marchand de légumes, il ne faut pas s'y fier, voici sa photo en uniforme de la Luftwaffe. On prend leurs empreintes et l'on vérifie qu'ils n'ont pas la marque des SS tatouée sous l'aisselle gauche. Puis leur passé est examiné à la loupe par des officiers de renseignement qui sont le plus souvent d'anciens membres des commandos ou des troupes parachutistes parlant l'allemand. La plupart se tirent assez bien des interrogatoires, ils sont alors démobilisés. Parfois apparaît un suspect dont les papiers sont trop bons et les réponses pas assez bonnes. Libération refusée, dossier à revoir. Quand la nuit tombe sur l'Allemagne, les gens doivent se souvenir qu'il y a un couvre-feu. Ceux qui n'ont pas de domicile s'engouffrent dans les abris antiaériens. Puis les sirènes d'alerte se font de nouveau entendre pour leur rappeler le triste souvenir de la guerre perdue et la nécessité de rendre à nouveau leur pays pacifique et respectueux de ses voisins. Le mugissement des sirènes doit également leur rappeler que les Alliés ont le devoir de veiller sur l'Allemagne jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que les générations montantes auront reconnu les bienfaits de la démocratie et que l'Allemagne de demain protégera la liberté, la tolérance et la justice. Maintenant, messieurs, levez votre bras droit et prononcez le serment avec moi. Je jure par Dieu Tout-Puissant qu'à tout moment je rendrai la justice, sans crainte ni favoritisme, avec équité, vis-à-vis de toutes les personnes, quelles que soient leurs croyances, leur race, leur couleur ou leurs opinions politiques. Je jure que j'établirai une justice égale pour tous,
que Dieu me vienne en aide. Les Soviétiques étaient loin de souscrire au désir des Occidentaux de voir l'Allemagne dénazifiée et démocratisée reprendre sa place dans le concert des nations. Ils étaient déterminés à freiner son développement. Les relations entre les vainqueurs se dégradaient de jour en jour. Staline s'opposait fermement à la réunification de l'Allemagne et refusait de signer un traité de paix impliquant un retour à l'économie de marché. En mars 1946, Winston Churchill, de passage aux États-Unis, rendit visite à la petite ville universitaire de Fulton, dans le Missouri. L'ancien Premier ministre britannique y fut chaleureusement accueilli. Il avait essuyé une défaite politique importante dans son pays, mais sa popularité était intacte. Hommes et femmes se rappelaient son énergie pendant la guerre et lui savaient gré de leur avoir rendu courage aux heures sombres du conflit. Son discours eut un immense retentissement bien au-delà du Missouri. Depuis Stettin, dans la mer Baltique, jusqu'à Trieste, dans l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu à travers le continent. Derrière cette ligne se dressent les capitales des États d'Europe centrale et orientale. Churchill condamnait ouvertement les Russes. Les accusant de compromettre le fragile équilibre de la paix, il appelait à une coalition anglo-américaine afin d'endiguer l'expansion du communisme. Considérant que ce discours était une déclaration de guerre, Staline riposta fermement. En Europe, les événements se précipitèrent. En mai, les Britanniques et les Américains cessèrent de réclamer à l'Allemagne les sommes qu'elle leur versait au titre des réparations. Ils unifièrent également leur zone pour affirmer leur solidarité face à la menace soviétique. La lutte pour contrôler l'Europe commençait. En Grèce, la guérilla animée par les Soviétiques luttait contre le gouvernement soutenu par les Anglais. Mais les Britanniques ne pouvaient fournir seuls un effort prolongé. Sans l'aide des États-Unis, ils seraient dans l'obligation d'abandonner la Grèce aux alliés de Staline. Le président Truman fit alors connaître sa volonté de défendre les nations menacées par la subversion. Il se jetait à son tour dans la bataille contre les communistes. Selon ses instructions, le nouveau chef du département d'État, le général George Marshall, ancien chef d'état-major de l'armée américaine, soumit au Congrès un plan d'aide économique, dit plan Marshall, dont les pays européens pouvaient bénéficier à certaines conditions. Les Soviétiques essayèrent de faire échec à ce plan car ils supportaient mal l'idée de voir par ce biais l'influence de Washington gagner du terrain en Europe. Bien que les États-Unis aient encore eu à cette époque le monopole de l'armement nucléaire, Staline savait que ni les Américains ni les Européens ne souhaitaient recommencer à se battre. C'était donc le moment, estimait-il, de frapper un grand coup et de chasser les Occidentaux de Berlin. Pendant que les Russes complotaient, les Américains et les Britanniques se réaccoutumaient à la vie civile. Pour les Américains, la fin de la guerre coïncidait avec le retour des boys à la maison et avec le désir d'oublier la guerre, les boys revinrent par milliers. And the boys are home again, all over the world. Le territoire américain n'avait pas été touché par la guerre. L'extraordinaire énergie des citoyens allait permettre un développement considérable dans tous les domaines. Des soldats achetaient de nouvelles voitures et se mariaient. The girl that I marry will have to be. Un enseignement supérieur quasiment gratuit était garanti par le gouvernement. Des prêts à bon marché pour le logement contribuèrent à l'essor considérable de la construction. D'énormes quantités d'armements construites pendant la guerre furent en partie stockées ou détruites.
Un grand nombre de bases militaires furent fermées. La vie dans les villes devint trépidante. L'immense richesse des États-Unis en fit le pays le plus envié du monde et sa culture se répandit dans le monde entier. La situation était beaucoup moins riante au Royaume-Uni. 60 000 civils avaient été tués par les bombardements, 86 000 grièvement blessés. Des années et des milliards de livres seraient nécessaires pour reconstruire. Ce pays, à bout de souffle, ne pouvait se maintenir à la tête de son empire qui commençait à s'écrouler. L'Inde, la première, obtint son indépendance. En Palestine, 10 000 soldats britanniques étaient aux prises avec les colons juifs. Cette guérilla allait se transformer en crise internationale avec la création d'Israël. Mais le plus grand défi pour les Occidentaux vint de l'Est. Le 24 juin 1948, les Russes bloquèrent tout trafic depuis et vers Berlin en invoquant des raisons techniques. Staline comptait affamer la ville jusqu'à ce qu'elle se soumette, afin d'en chasser les Américains, les Britanniques et les Français. Les Alliés n'osèrent pas rompre le blocus par la force, de peur de déclencher un conflit mondial. Ils relevèrent pourtant le défi de Staline en instaurant un pont aérien massif. Les voies d'accès terrestres étant fermées, la voie des airs était la seule façon de se rendre à Berlin. C'est un avion de la Royal Air Force qui, le premier, fut engagé dans cette entreprise sans précédent. Les spécialistes prédirent, à tort, que ce pont aérien ne pourrait se maintenir pendant l'hiver. Les avions étaient secondés par des hydravions qui décollaient de l'Elbe à Hambourg et se posaient sur les lacs de Berlin. Des tonnes de nourriture et de matières premières étaient transportées dans Berlin assiégé. Un unique et étroit corridor reliait Hambourg au Havelach, dans le secteur anglais de Berlin. Moins de 4 jours après que la décision ait été prise, des hydravions géants transportèrent chacun 5 tonnes de matériel dans cette zone. Vous êtes autorisés à décoller. Bientôt, les hydravions décollaient chaque jour de Hambourg pour Berlin. Ils volaient au-dessus du stade olympique et de la seule centrale électrique encore en état de marche dans les secteurs occidentaux de la ville.
Aussitôt après que les avions se soient posés, les cargaisons étaient déchargées et l'avion se préparait pour son vol de retour. Le retour était mis à profit pour évacuer du matériel ou des enfants. Seules les plus grosses intempéries empêchaient les avions de décoller. En temps ordinaire, il traversait orages et brouillards pour ne pas interrompre la chaîne de ravitaillement. À la tombée du jour, le Sunderland s'amarrait pour la nuit. Bien que leur aide fût précieuse, leur participation était faible en comparaison de celle des avions basés à terre. Les briseurs de barrages, infatigables, continuaient leur rotation jusqu'à l'aube. Jour et nuit, semaine après semaine, de plus en plus d'avions amenaient de plus en plus de nourriture et de matières premières. Les avions décollaient de 8 aérodromes différents en Allemagne de l'Ouest. Mois après mois, la cadence augmentait. À Noël, les avions britanniques et américains avaient effectué 100 000 allers et retours et avaient transporté 730 000 tonnes de matériel. Même des voitures étaient amenées à Berlin. Mais encore une fois, la priorité, c'était le charbon. Plus d'1 million de tonnes en fut transporté. Des centaines d'avions de toutes tailles, civils et militaires, furent utilisés. La Royal Air Force mit en œuvre plusieurs types d'appareils. Le York d'une capacité de 9 tonnes. Le Halifax 6 tonnes. Le Viking 3 tonnes. Le Dakota 3 tonnes. Le Tudor civil, 8 tonnes. Le Tudor, appelé le Tudor épicier par les Berlinois, 10 tonnes. Pour améliorer encore les résultats du pont aérien, la RAF mit en service le Hastings, qui transportait 9 tonnes. Un avion décollait ou se posait toutes les 90 secondes sur l'un des 3 aéroports de Berlin-Ouest, Tempelhof, Gatow ou Tegel. Diverses hautes autorités civiles et militaires vinrent à Berlin pour y féliciter les équipages et le personnel des aérodromes. Le maréchal Lord Tedder, chef d'état-major de l'armée de l'air. Monsieur Bevin, ministre des Affaires étrangères. Pendant des mois, des centaines d'avions américains, britanniques et français firent échec au blocus. Le personnel issu en partie des pays du Commonwealth, Nouvelle-Zélande, Canada, Afrique du Sud, fut au-dessus de tout éloge. À son apogée, près de 30 000 tonnes étaient transportées chaque jour, soit l'équivalent de ce qui était transporté avant le blocus par voie terrestre.
Au total, sur un an, 300 000 avions avaient décollé, transportant tout ce qui était nécessaire à la vie de la cité, y compris courriers et ballots de papier pour la presse. 24 d'entre eux s'étaient écrasés et 48 hommes avaient trouvé la mort au cours des opérations. Peu de Berlinois s'arrêtèrent au fait que 3 ans auparavant, les mêmes avions avaient bombardé la ville, nuit et jour. Les Américains, déterminés à tenir le siège coûte que coûte, déployèrent leurs bombardiers B-29 dans les bases britanniques pour les rapprocher des cibles soviétiques. Les unités de l'armée de terre furent renforcées. Finalement, les Russes s'inclinèrent. Le 12 mai 1949, les liaisons ferroviaires et routières étaient rétablies. Quelques semaines auparavant, le 4 avril 1949, les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, le Benelux, la Norvège, le Danemark, l'Italie, le Portugal, l'Irlande, l'Islande avaient signé le traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN était née.